Bonjour Daniel Haïk. Bonjour Rudy. Nous allons commencer ce journal par un premier point d'information sur la situation, tout d'abord dans le nord d'Israël. Oui, effectivement, toute la nuit, le Hezbollah a tiré des roquettes, des missiles et des drones en direction du nord d'Israël. Il y a un peu plus d'une heure, l'alerte rouge a été déclenchée dans la localité de Misgav-Am. Et peu auparavant, des roquettes ont été tirées en direction de Kiryat Shmona et de Metula. Parallèlement, le régime iranien a continué à tirer des missiles balistiques en direction de l'ensemble du territoire israélien, en particulier dans le nord et dans le centre d'Israël. Les alertes ont retenti 4 fois dans ces deux régions. Plusieurs de ces missiles ont été interceptés. D'autres sont tombés sur des terrains vagues sans faire de blessés. L'un des missiles à fragmentation d'ailleurs a légèrement blessé une femme, mais a causé de sérieux dégâts. Alors ceci étant, l'armée de l'air israélienne a repris ce matin ses bombardements contre le quartier de la Daria à Beyrouth. Oui, les avions de chasse israéliens ont procédé à plusieurs raids contre des positions dans ce quartier identifié au Hezbollah. Et là encore, parallèlement, l'armée de l'air israélienne continue à pilonner des sites du pouvoir iranien à Téhéran et dans d'autres villes du pays. Le porte-parole de l'armée, le général Efi Defrin, a annoncé ce matin que le quartier général de l'armée de l'air iranienne avait été totalement détruit par les raids israéliens. Ce quartier général était responsable entre autres des tirs de missiles et de drones en direction du territoire israélien et des pays du Golfe Persique depuis le début de la guerre. 2 soldats israéliens ont été tués hier à proximité donc de la frontière nord par des roquettes du Hezbollah. Oui, effectivement, c'est une petite rectification. Ils ont été tués avant-hier dans la nuit de samedi à dimanche. Le premier soldat est le sergent-chef Maher El-Khattar, 38 ans, de la localité de Majdel-Sham sur le plateau du Golan. Il était marié, père de 2 enfants. Il est le 3e soldat de Majdel-Sham à tomber au combat. Majdel-Sham, s'il faut le souligner, c'est une localité druze du plateau du Golan. Il est encore important de souligner que jusqu'à peu, en particulier tant que le régime de Bachar el-Assad était encore au pouvoir en Syrie, les Druzes du Golan hésitaient avant de prendre la nationalité israélienne et plus encore avant de s'enrôler dans Tsahal. Les compagnons de Maher ont expliqué que Maher avait décidé de s'enrôler après le drame du missile tiré par le Hezbollah qui avait tué en 2024 12 enfants de la localité de Majdel-Sham sur un terrain de football. Cela avait provoqué une très vive émotion en Israël. On ne connaît pas encore l'identité du second soldat qui a été tué. Ces 2 soldats appartenaient à une unité du génie militaire de Tsahal. Ils ont été mortellement blessés par un tir de missile du Hezbollah. Le secrétaire d'État à la guerre américain Pete Hegseth a déclaré que c'est le président Trump qui déterminera les conditions de réédition de l'Iran. Oui, Pete Hegseth a affirmé que les Iraniens, le sachent ou non, il arrivera à un stade où ils seront incapables de combattre, alors ils se rendront. Dans une interview au programme 60 minutes de la chaîne de télévision CBS, le secrétaire d'État américain a cependant refusé de révéler si l'opération américaine se poursuivra aussi par voie terrestre en Iran. Nous nous réservons le droit d'agir de la sorte si le besoin s'en faisait sentir, a-t-il dit. Le chef d'état-major de Tsahal s'est lui aussi exprimé à propos de la durée de cette guerre. Oui, le général Eyal Zamir a pour la première fois exprimé son estimation à ce sujet. Ce sera un conflit long, a-t-il dit. Nous devons faire montre de patience et de détermination, a déclaré le général Eyal Zamir. Il a parlé de confrontation stratégique qui déterminera l'avenir de l'État d'Israël pour de nombreuses années. Certains experts israéliens ont parlé hier d'une guerre qui pourrait durer encore 5 à 6 semaines. Et puis, Daniel, le régime des Mollahs a officiellement désigné Mojtaba Khamenei comme successeur de son père, Ali Khamenei. Oui, effectivement, la proclamation de cette nomination s'est faite par l'Assemblée dite des experts, qui est l'organe religieux suprême du pouvoir iranien. Elle est intervenue parallèlement aux célébrations de la fête d'Aïd el-Kader, alors que de nombreux Iraniens étaient dans les rues de Téhéran. Le régime a appelé les Iraniens à se livrer à des provocations contre les Américains et les Israéliens. À Jérusalem, on a accueilli la nomination de Mojtaba Khamenei en affirmant que le changement de dirigeant à Téhéran ne modifiera aucunement la stratégie militaire de Tsahal contre le régime. Mojtaba Khamenei a 56 ans, il a été formé dans le séminaire religieux de Qom, mais il n'a pas apparemment tous les attributs religieux de son père. Merci Daniel Haïk, on vous retrouve dans 25 minutes à 7h30 pour votre revue. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera aujourd'hui ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 13 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv, Haïfa, Netanya et Ashdod, 18 à Beersheva et 21 à Eilat.
Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Frédéric Ancel. Frédéric, bonjour. Bonjour cher Daniel. Merci d'être avec nous ce matin et nous voulions avec vous essayer de commencer. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes géopolitologue, auteur de nombreux ouvrages, en particulier sur ce qui se passe ici au Proche et au Moyen-Orient, et auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu aux éditions Odile Jacob. Alors avec vous, je voudrais que l'on commence, on commence à dresser ou à tracer plutôt les contours de ce à quoi va ressembler le Proche et le Moyen-Orient de l'après-guerre. Est-ce que vous pouvez déjà tracer, on va dire, ces contours ? Alors, sinon les contours, en tout cas, un nouveau paradigme. Ça, c'est certain. Quoi qu'il arrive dorénavant, je dis bien quoi qu'il arrive, de la guerre actuelle, le rapport de force fondamental entre les deux axes, les deux blocs, on va les appeler comme ça, même si leurs contours sont parfois un petit peu flous, entre d'une part, le fameux axe de la résistance, le pan-chiisme iranien et pro-iranien dans la région, d'une part, et d'autre part, un bloc ou un axe beaucoup plus vaste d'ailleurs, qui va du Maroc à Israël, de la plupart des Européens aux États-Unis, en passant bien sûr par les États arabes sunnites modérés, eh bien le rapport de force entre ces deux blocs est en train définitivement de basculer au détriment de l'Iran. Pourquoi je suis aussi affirmatif ? Parce que même si le régime actuel devait demeurer au pouvoir, ce que d'ailleurs je crois, j'espère me tromper, mais je crois qu'il peut très bien rester au pouvoir pendant encore plusieurs mois ou plusieurs années, eh bien ce régime sera tellement affaibli sur le plan militaire qu'il n'aura plus les capacités objectives de projeter de la puissance militaire et par conséquent politique, puisqu'au Moyen-Orient, cher Daniel, vous savez aussi bien sinon mieux que moi, au Moyen-Orient, qui dit accroissement du rapport de force militaire, dit automatiquement la même chose sur le plan politique et vice-versa. Donc il ne pourra plus projeter sa capacité de nuisance, notamment non seulement sur Israël, mais sur les États arabes sunnites de la région, et par conséquent, nous aurons réellement un changement de paradigme à ce niveau-là. Donc vous êtes en train de nous dire que d'abord il est clair que l'affaiblissement du régime, voire sa disparition, va mettre fin à la menace qui pèse sur Israël depuis l'avènement du régime de Khomeini, mais que aussi on va assister à un changement de rapport de force très net. Est-ce que lorsque vous parlez de l'Iran, vous impliquez aussi les régimes qui l'ont soutenu, c'est-à-dire la Russie, c'est-à-dire la Chine, ou non ? Alors, votre question est très centrale. Et vous avez raison de ne pas mentionner le terme, de ne pas évoquer le terme impropre, galvaudé d'alliance. J'entends parler depuis des années d'alliance militaire, ou d'alliance tout court d'ailleurs entre Moscou, Pékin, ou d'un axe entre Moscou, Pékin et Téhéran. Beaucoup d'ailleurs ont élargi cet axe à Caracas. Alors je vous laisse apprécier tout de même la très grande pertinence de cet axe qui va jusqu'au Venezuela ces dernières semaines. Et je ferme cette petite parenthèse. En fait, entre Moscou, Pékin et Téhéran, il n'y a jamais eu, vous m'entendez bien, factuellement, ce que je dis est juste statutaire, c'est officiel. Il n'y a jamais eu d'alliance militaire contraignante. C'est-à-dire qu'en réalité, la Russie a signé un certain nombre de protocoles avec l'Iran. Il y a effectivement un partenariat diplomatique, on va l'appeler comme ça. Il y a un partenariat commercial avec en particulier les fameux drones Shahid vendus à Moscou et des ventes notamment de missiles S-300 russes à l'Iran, pas tant que ça d'ailleurs, mais enfin il y en a eu, mais pas d'alliance contraignante. Autrement dit, l'Iran, le régime iranien est aujourd'hui non seulement attaqué, mais de manière, lutte à la vie à la mort contre deux puissances, dont une moyen-orientale qui est Israël. La Russie n'intervient pas. La Chine, il en va de même avec la Chine. La Chine n'a jamais signé d'accord militaire contraignant avec une puissance. Mais je vais vous dire, ça, avec la Chine, on peut remonter à 23, 24 siècles. Je parle bien de siècles. La Corée du Nord est un cas complètement à part qui est lié à la guerre de Corée de 50-53. Donc, si vous voulez, partant de ce principe-là, je rejoins votre question. Bien évidemment que la Russie et la Chine n'allaient pas intervenir d'un point de vue politique parce qu'ils n'y sont pas contraints. Mais j'ajoute un point presque technique. Regardez à quel point chaque arme qui sort aujourd'hui, qui est fabriquée qui sort des usines démontage, du complexe militaro-industriel russe,
part directement sur le front ukrainien, où ça se passe très mal pour la Russie. Quant à la Chine, écoutez, elle ne fait pas la guerre hors de ses frontières depuis au moins, je le répète, une vingtaine de siècles. C'est pas maintenant qu'elle va envoyer des navires de guerre pour jouter face à deux flottes, deux groupes aéronavals américains qui représentent aujourd'hui sur cette planète le must absolu sur le plan militaire. Donc non, l'Iran n'a pas d'alliés, l'Iran est littéralement seul et l'Iran demeurera seul jusqu'à la fin. Alors, l'Iran n'a pas d'allié, mais de l'autre côté, on se retrouve avec un État d'Israël qui a un allié, avec une sorte d'union sacrée qui est presque stupéfiante. Dites-moi si je me trompe, mais historiquement, ça nous ramène aux alliés au moment du débarquement dans la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu une sorte de fusion entre des armées américaines et des armées d'un autre pays entre-temps. Alors, je vous rejoins totalement pour ce qui concerne Israël. Depuis la création, la proclamation d'Israël en 1948, jamais Israël n'a disposé d'un allié complet en phase offensive. Ça n'existe pas. Ni les États-Unis, ni d'ailleurs naguère la France, même pas d'ailleurs réellement à Suez en 1956, etc. Donc ça, c'est une première. Et vous voyez, et ça renforce pour moi, c'est l'un des éléments constitutifs de la modification du rapport de force dont je vous parlais tout à l'heure. C'est marrant parce que vous employez un terme, un adjectif qui est très fort mais qui n'est pas faux, celui de stupéfiant. En tout cas, c'est sans précédent. Alors ça, c'est important et j'insiste, c'est important parce que non seulement c'est une première, mais c'est pas en phase défensive, c'est en phase offensive. Lorsqu'après le grand pogrom perpétré par les barbares du Hamas le 7 octobre, Joe Biden, le président américain, a envoyé un groupe aéronaval au large de Haïfa et du Liban pour empêcher le Hezbollah de frapper Israël, c'était tout à fait important, mais c'était en phase défensive, donc ça avait déjà existé. Là, c'est absolument sans précédent ce qui est en train de se produire dans le ciel iranien. Alors, est-ce que ça risque d'entraîner cette coordination, cette étroite coopération entre Israël et les États-Unis, on va dire susciter des envies de la part, par exemple, de pays qui semblaient être très proches, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, proches des États-Unis, comme l'Arabie Saoudite, comme les pays du Golfe ? Vous savez, au Moyen-Orient, je le redis, mais de manière différente que la manière dont je l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez de l'importance militaire, vous prenez de l'importance politique. C'est absolument mécanique. Regardez à quel point le Liban, aujourd'hui, non seulement une grande partie de la population, mais ça on le savait, mais une partie importante des députés, même des députés chiites du mouvement Hamal, alliés depuis la fin des années 80 au Hezbollah. Regardez à quel point le président de l'État maintenant se sont retournés contre le Hezbollah. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert que le Hezbollah était méchant ou narcotrafiquant ? Non. Pas du tout. Parce que le rapport de force, depuis fin 2024, du fait des coups très durs portés par Israël à cette milice illégale et par ailleurs fanatique, ont été sévères. C'est ça la vérité. Alors maintenant, pour rejoindre très concrètement votre question, les États arabes du Golfe, en réalité, il y en avait deux qui étaient déjà signataires des accords d'Abraham, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, ces États sont littéralement alliés d'Israël. Il n'y a pas d'autres termes, en tout cas, notamment en matière de renseignement. L'Arabie saoudite, dont on disait ces derniers mois qu'elle était très très gênée par ce type de rapprochement, par le rapprochement également entre l'Inde, la Jordanie, Israël et l'Europe, vous savez, c'est ce futur axe commercial très important. En réalité, l'Arabie saoudite a été directement frappée sur son sol, et attendez, et pas seulement sur des intérêts américains ou sur une base américaine, en l'occurrence il n'y en a pas en Arabie saoudite, donc, ainsi que les autres États du Golfe. Donc aujourd'hui, ces gens-là se disent, de toute façon, ce régime que nous n'aimions pas, mais enfin, dont nous ne voulions surtout pas qu'il soit porteur de déstabilisation. Tant qu'il n'était pas trop à l'intérieur de nos frontières, ça ne nous gênait pas. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, vous disent, mais attendez, il n'y a définitivement, en tout cas de manière extraordinairement pérenne, qu'une seule vraie puissance extérieure au Moyen-Orient, ce sont les États-Unis. Bon, mais ça, votre humble serviteur le dit depuis des décennies, d'une part. Poutine est duplice avec tous ses alliés, il les abandonne en race campagne, et de toute façon, l'Iran n'est même pas un allié, et il n'a plus de base en Syrie. La Chine est très loin et ne pense qu'à sa jugulaire pétrolière. Et les renseignements israéliens, l'aviation israélienne, la marine israélienne font de tels exploits que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Vous voyez, donc moi je pense que là aussi les États arabes du Golfe ne vont pas nécessairement rejoindre immédiatement les accords d'Abraham, mais je vais vous dire, à la fin des fins, peu importe
que l'Arabie Saoudite rejoigne statutairement, officiellement les accords d'Abraham ou pas, qu'elle reconnaisse officiellement Israël ou pas. L'important, c'est que cet État considère au plus haut niveau qu'il est important, à tout le moins, d'entretenir de bons rapports avec Israël. Y compris pour un pays comme la Turquie qui pourrait tirer son épingle du jeu d'un affaiblissement de l'Iran ? Non, moi je pense qu'effectivement, c'est là aussi une question très fondamentale. Je pense qu'il y avait trois puissances, alors extrêmement disparates, dont les critères de puissance étaient extrêmement différents, dans le grand Moyen-Orient, l'immense Moyen-Orient, au sens très très large du terme, dans son acception, c'est en gros de l'Atlantique à l'Afghanistan. C'était Israël, la Turquie et l'Iran. L'Iran, c'est fini. Je le répète, quel que soit d'ailleurs le régime en place, c'est fini pour sans doute plusieurs décennies au moins. Reste la Turquie et Israël. Et de fait, la Turquie est extrêmement gênée. Je veux dire, le pouvoir turc actuel, très proche des frères musulmans, extrêmement hostile à Israël depuis 2009-2010 au moins, et soutient à des régimes ou à des groupes infra-étatiques qui sont eux-mêmes soit fréristes, soit très proches du djihadisme. Pour la Turquie, c'est très embêtant. Alors certes, dans le Caucase, c'est l'affaiblissement d'un concurrent, puisque dans le Caucase, je rappelle que l'Iran était plutôt proche de l'Arménie, tandis que la Turquie est évidemment alliée de l'Azerbaïdjan. Mais la question était déjà à peu près réglée depuis 2025 et l'accord de paix obtenu sous l'égide de Trump. Mais pour le reste, en Syrie, au Liban, en Égypte, en Jordanie, dans les États du Golfe, la Turquie se voit très durement concurrencée, non seulement sur le plan géopolitique, mais quelque part sur le plan sociétal et politique par Israël. Regardez, quand Israël est appelé par une partie importante des Druzes de Syrie, mais en guise de protection, qu'est-ce que ça signifie pour Erdogan, voyez. Donc on est là sur quelque chose, et idem d'ailleurs pour les Kurdes, entre parenthèses, même si c'est pas une histoire très très récente. Donc je pense qu'il reste deux puissances moyen-orientales considérables, l'une étant plus considérable que l'autre, c'est Israël, c'est donc bien sûr l'État hébreu et la Turquie. Alors une dernière question qui nous ramène justement à l'État d'Israël. On le sait, au moment du 7 octobre, au lendemain du 7 octobre, dans le monde arabe, on disait que la force de dissuasion israélienne, elle était au ras des pâquerettes, zéro, et c'est ce que m'avait dit un analyste politique arabe israélien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que, peut-être pour s'inspirer de Zev Jabotinsky, la muraille de fer d'Israël, elle n'a jamais été aussi élevée ? Elle n'a jamais été aussi élevée et elle est extrêmement convaincante, contrairement à ce que disait. Moi aussi, j'ai entendu ce type de propos très hâtifs et paresseux. À l'époque, elle n'a jamais été aussi élevée. En fait, si vous voulez, j'utiliserai une métaphore achilléenne, si vous le permettez. Israël, le 7 octobre, c'est ce colosse à l'esprit et au QI très, très élevé, à l'esprit hypertrophié, disposant d'armes défense d'une cuirasse exceptionnellement importante, des armes offensives pratiquement sans précédent, et qui se balade en tongs sur un bout de désert ou de rocher où il sait parfaitement la villa dans la jungle, un scorpion ou une vipère, et il méprise tellement cet adversaire, en l'occurrence bien évidemment ce serait le Hamas, il le méprise tellement que, entre parenthèses, un petit peu comme le 6 octobre 73. Je ferme la parenthèse. Oui, donc il le méprise tellement, sauf que là le Hamas est objectivement beaucoup moins puissant encore que la coalition syro-égyptienne de l'époque. Il le méprise tellement qu'il décide de marcher en tongs et il se fait percer le talon. Donc évidemment le mal il est très important. Et les ricaneurs autour disent regardez. En réalité, Israël n'est pas du tout si. Mais c'est faux. Parce qu'une fois que vous êtes sorti de cette hubris consistante à considérer le Hamas comme moins que rien, et que vous chaussez réellement, et que vous êtes, et que vous partez sérieusement à la guerre, et que vous rétablissez sérieusement votre crédibilité dissuasive, alors vous êtes plus fort que jamais, et c'est exactement le positionnement d'Israël aujourd'hui. Eh bien, Frédéric Ancel, merci beaucoup. C'était comme d'habitude toujours passionnant de dialoguer avec vous. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre, on va dire, vers où on s'oriente dans les proches et Moyen-Orient pour les prochaines années. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt, Frédéric.
Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Sprecher. David, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes 9 jours après le début de la guerre. Et je rappelle d'abord que vous êtes avocat international, spécialiste en droit aérien dans le cabinet Lipa & Co. Je voudrais qu'on fasse un point sur justement ce qui se passe actuellement dans le trafic aérien entre Israël et le reste du monde. Quelles sont les compagnies qui aujourd'hui circulent et volent vers Israël ou au départ d'Israël, et comment fait-on pour, si on est resté en Israël coincé depuis une dizaine de jours, comment fait-on pour pouvoir repartir vers l'étranger? Ce sont les deux premières questions que je voudrais vous poser. Alors, au départ même d'Israël, les seules compagnies qui volent sont les compagnies israéliennes, Israël, Arkia et El Al, si ce sont des départs au départ de l'aéroport Ben Gurion. Par contre, on a également beaucoup d'Israéliens qui transitent par les aéroports de pays voisins, Égypte, Taba et Sharm el-Sheikh, et Jordanie, Amman et Aqaba. Et dans ces pays-là, les vols sont effectués par des compagnies étrangères non israéliennes. Alors, ça, c'est pour ceux qui se trouvent, ceux qui essayent de revenir. Je vais vous donner un cas, on va essayer d'envisager un cas de figure. Une famille française est restée coincée depuis une dizaine de jours, depuis le début de la guerre. Elle devait partir, par exemple, dimanche dernier. Elle est restée coincée. Elle a un billet d'El Al. Qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui? Mais à partir d'aujourd'hui, El Al permet aussi aux personnes désirant quitter Israël de réserver des places sur leur vol vers l'étranger. Et donc, si des personnes avaient donc un billet El Al valable pour des vols qui avaient été annulés, si ces personnes ont choisi le rerouting et pas le remboursement, elles peuvent contacter El Al et elles pourront voler sans supplément de prix. Quant aux autres compagnies israéliennes, Israël et Arkia, elles procèdent un petit peu différemment. Elles remboursent les billets et elles permettent aux passagers de racheter de nouveaux billets. Et alors, combien de temps, par exemple, on peut supposer, faudra-t-il à cette famille pour revenir en France, par exemple? Est-ce que si elle fait la démarche, elle doit se mettre en liste d'attente? Comment elle doit faire concrètement? Elle doit contacter El Al? Elle doit simplement téléphoner au centre de réservation de El Al ou de Israël ou de Arkia et se mettre sur un des vols disponibles. Sur un des vols disponibles, et puis c'est pas El Al qui déterminera le jour où elle volera, quoi, en fait? Non. Ok, d'accord. Alors ça c'est un point important. Maintenant, pour ceux qui partent d'Israël, pour ceux qui reviennent d'Israël, pour ceux qui reviennent en Israël, concrètement, quelles sont leurs solutions aujourd'hui? Mais donc plusieurs solutions. Donc soit d'abord revenir sur des compagnies israéliennes, Arkia, Israël ou El Al. Deuxième solution, emprunter les vols de ces sociétés qui ont affrété des vols de compagnies étrangères, dont d'ailleurs, par exemple, vendredi dernier, il y a eu 2 vols en provenance de Sharjah aux Émirats Arabes Unis vers Aqaba qui étaient effectués par Jordan Aviation, qui est ma cliente. Et la troisième possibilité, il est fort à parier que très très prochainement, au départ de Dubaï, la compagnie Fly Dubai, qui fait partie du groupe Emirates, commencera à voler de nouveau vers Israël et pouvant à ce moment-là donc amener des personnes vers Israël ou au départ d'Israël. On a parlé ces derniers jours de vol de sauvetage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un vol de sauvetage? Mais le vol de sauvetage, à mon avis, ça va s'arrêter très très prochainement. Ce sont en fait donc des vols qui partent d'Israël à vide et qui reviennent uniquement avec des personnes qui voulaient rentrer en Israël. Et pourquoi il y a des vols comme ça? On peut supposer que c'est de la compagnie El Al. Pourquoi il y a des vols qui partent à vide d'Israël? Et pourquoi il ne permettrait pas, par exemple, à ces milliers de touristes étrangers qui sont coincés de partir? Parce que jusqu'à ce matin, les autorités israéliennes, et en particulier les services de sécurité, interdisaient l'emport de passagers au départ d'Israël sur ces vols. Alors concrètement, à votre avis, David, combien de temps faudra-t-il jusqu'à ce que la situation redevienne, on va dire, plus ou moins normale pour les compagnies israéliennes? Combien de temps faudra-t-il pour qu'elles reviennent à une situation régulière? Environ 1 à 2 semaines. Alors, ça, c'est pour les compagnies israéliennes. Et combien de temps, à votre avis, faudra-t-il pour que l'on revoie à nouveau des compagnies internationales, les grandes compagnies qui ont décidé d'arrêter leur vol depuis le début de la guerre? Ben ça, à mon avis, il faudra patienter jusqu'à la fin de la guerre. Personne ne reviendra, sauf les compagnies
des Émirats arabes unis que sont Fly Dubai et Etihad, mais les autres ne reviendront à mon avis pas. Peut-être qu'on peut penser peut-être que reviendra assez rapidement également 2 compagnies qui sont la chinoise Hainan Airlines et l'éthiopienne Ethiopian Airlines. Mais les autres ne reviendront pas. Est-ce exact de dire qu'on a tiré les leçons de ce qui s'était déjà passé au mois de juin dernier ? Non, pas du tout. Ah bon, pourquoi non ? Parce qu'on a l'impression que ça rentre dans l'ordre plus rapidement. Avec les mêmes erreurs qu'au mois de juin. C'est-à-dire qu'il fallait, dès le départ, permettre effectivement aux vols d'arriver en Israël et de repartir également avec des passagers. Il n'y avait aucune raison de laisser les personnes ici ne pouvant embarquer. Premièrement. Et deuxièmement, également, l'État d'Israël aurait dû également se substituer aux compagnies d'assurance étrangères pour assurer aux compagnies étrangères qui voulaient venir en Israël une couverture d'assurance appropriée. Une dernière question, David. Le coût de ces billets, en général, les personnes qui ont été coincées, que ce soit à l'étranger ou en Israël, elles ont dû rajouter beaucoup d'argent pour atteindre leur objectif, leur but ? Alors, on va dire d'abord que dans le monde entier, suite à cette crise, le prix des billets a très fortement augmenté. Mais d'autre part, sur les vols de rapatriement, les rescue flights, étant donné que ces vols partaient à vide, les passagers qui rentraient ont dû, en fait, malheureusement, prendre à leur charge un aller-retour. Ah oui, donc ils ont payé beaucoup plus cher. C'était pas un vol de sauvetage, on va dire, gratuit, on va dire. Non, du tout. Et d'ailleurs, de toutes les manières, pour les vols de sauvetage, par exemple, vers l'Europe, par exemple, que ça soit vers la France, vers la Suisse, vers les Pays-Bas ou vers la Belgique, pour la première fois, tous ces gouvernements européens ont demandé aux passagers de payer leur vol de rapatriement militaire vers ces pays. Donc ces vols ne sont pas gratuits non plus. Ah ok, d'accord. Ça c'est pour les personnes qui ont dû être rapatriées sur des vols militaires, parce qu'il y en a eu également. Tout à fait. Voilà, donc c'est intéressant de le mentionner également. Merci beaucoup, Maître David Sprecher, pour nous avoir clarifié ce dossier qui est souvent complexe pour beaucoup on va dire, de touristes et pour beaucoup d'Israéliens qui sont restés coincés à l'étranger. On espère que d'ici 1 ou 2 semaines, comme vous nous l'avez dit, tout devrait rentrer dans l'ordre, au moins pour les compagnies aériennes israéliennes. Merci encore, David, d'avoir été avec nous. Au revoir. Et nous allons, Daniel Haïk, commencer cette revue de presse avec la photo d'un soldat de Tsahal qui est en première page des quotidiens et des sites d'information. Oui, effectivement, il s'agit du sergent-chef Maher Khatar, 38 ans, qui est tombé dans la nuit de samedi à dimanche des suites d'un tir de roquettes et de missiles du Hezbollah alors qu'il était avec son unité, une unité du génie militaire israélien, pour venir réparer un blindé défectueux dans le nord du pays. Maher était druze, l'un des premiers soldats de la localité de Majdal Shams dans le Golan. Le guide spirituel de la communauté druze israélienne, le chef Mouafak Tarif, a affirmé que sa mort symbolisait le dévouement à l'extrême des membres de la communauté druze en faveur de l'État d'Israël. Maher a été inhumé hier dans le cimetière de sa localité de Majdal Shams dans le Golan, avec plusieurs centaines de personnes qui l'ont accompagné vers sa dernière demeure. Et le Israélium nous montre en page 2 et 3 ce matin des photos de ses obsèques. Au cours de l'accrochage, un autre soldat a été tué, mais son identité n'a toujours pas été révélée. Et dans les quotidiens, les éditorialistes soulignent la relation particulière entre Druzes d'Israël et l'ensemble de la population. Oui, dans le Israélium, le général Hasson, qui est le plus haut gradé de la communauté druze d'Israël au sein de Tsahal, parle d'alliance du sang entre les Druzes et l'État d'Israël, une alliance qui est aussi, écrit-il, une alliance de vie. Quant à Einav Chalavi, qui elle aussi est druze, elle écrit ce matin: la mort de Maher est tragique, mais il est le symbole d'une génération qui est prête à endosser une responsabilité et à se confronter à une situation sécuritaire complexe dans la région, une génération qui comprend que sa survie dépend de son implication dans la société israélienne.
La manchette du Israël Hayom est consacrée à la situation dans le nord d'Israël et au sud Liban. Oui, un nord rouge, titre ce matin le Israël Hayom sur sa première page en nous montrant un blindé de Tsahal sur fond de paysages verdoyants du nord d'Israël. Le Israël Hayom affirme que Tsahal accentue actuellement ses attaques contre le Hezbollah et contre les lanceurs de missiles dont le mouvement dispose. En sous-titre, le journal souligne la détresse des agriculteurs israéliens qui sont obligés de continuer à travailler sous le feu du mouvement chiite et de petites entreprises israéliennes qui souffrent d'une baisse constante de leur rentrée, une réalité qu'ils avaient espéré ne pas avoir à retrouver après le cessez-le-feu de 2024. Et les commentateurs dans les quotidiens israéliens se penchent sur la situation dans le nord. Oui, Lilar Chouval et Idan Avni écrivent ce matin ensemble dans le Israël Hayom que le chef d'état-major de Tsahal a promis que le Hezbollah allait payer le prix lourd pour ses attaques et ils affirment qu'Israël a l'opportunité d'en finir une fois pour toutes avec le mouvement chiite. Dans le Yediot Aharonot, Ron Ben Ishai propose au gouvernement de déplacer des moyens conséquents du front iranien vers le front libanais. Selon lui, le fait que les renseignements militaires de Tsahal soient focalisés sur Téhéran profite actuellement au Hezbollah qui se sent plus libre d'agir et d'attaquer le nord du pays. Les sites d'information israéliens nous brossent ce matin en page d'ouverture un portrait de Mortaba Khamenei qui a été donc désigné un guide suprême de la République islamique en remplacement de son père. Oui, le Maariv souligne en titre que Mortaba Khamenei, 56 ans, est plus cruel encore que son père et son élection indique un renforcement du mouvement des gardiens de la révolution à la tête du pouvoir à Téhéran. Le Maariv explique que l'élection de Mortaba Khamenei n'a pas été de tout repos, qu'elle est intervenue après d'intenses rapports de force au sein de la direction iranienne, comme par exemple l'opposition farouche d'Ari Larijani, l'homme qu'Ali Khamenei avait désigné de son vivant comme étant son numéro 2. Et puis le site N12 annonce l'élection de Mortaba Khamenei et il affirme que celui-ci a échappé la semaine dernière à une élimination israélienne. La manchette du Yediot Aharonot est consacrée à une estimation d'un officier supérieur de l'état-major de Tsahal sur la situation en Iran. Oui, cet officier affirme qu'il faut accentuer les combats contre le régime de Téhéran jusqu'à sa destruction totale. C'est la manchette donc du Yediot Aharonot et en sous-titre, le journal explique que l'on se prépare dans Tsahal à une confrontation qui risque de se prolonger pendant plusieurs semaines encore avec une implication américaine plus massive encore également et ce alors que dans le centre du pays, 5 personnes ont été blessées hier par l'explosion d'un missile à fragmentation tiré à partir de l'Iran. Alors qu'écrivent les éditorialistes israéliens à propos donc de ces derniers développements en Iran? Nahum Barnea prend apparemment Donald Trump pour un demeuré ce matin. Est-il possible que Donald Trump ait pris la décision d'entrer en guerre avant de savoir pourquoi? Est-ce que quelqu'un lui a expliqué que dans notre région, il est bien plus facile d'ouvrir une guerre que de la terminer, se demande Nahum Barnea dans son éditorial. Amichai Attali, dans le Yediot Aharonot, est lui nettement plus optimiste. Il suggère aux Israéliens qui sont impatients de voir la fin de ce conflit de prendre leur mal en patience. Buvez de l'aube, leur propose-t-il, et ayez la foi, n'oubliez pas que nous sommes dans la guerre la plus juste de notre histoire. Quant à l'ex-ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Mike Oren, il explique pourquoi les Américains sont entrés dans la confrontation et il mentionne que dans l'opinion publique américaine, on estime souvent que c'est Netanyahou qui aurait embrouillé, entre guillemets, Donald Trump et l'aurait conduit à entrer en guerre pour protéger avant tout les intérêts israéliens. Et puis ce matin dans le Time of Israel, une interview exclusive du président américain Donald Trump. Oui, dans cette interview, le président américain affirme que c'est lui qui décidera du moment où la guerre prendra fin, mais la décision se fera en coordination, dit-il, avec le Premier ministre Netanyahou. Trump parle de reddition sans condition de l'Iran. Dans l'interview, le président américain affirme l'Iran a voulu exterminer Israël et toute la région et nous avons décidé de l'exterminer avant qu'il ne concrétise ses menaces. Et à nouveau dans l'entretien, le président Trump s'en est pris au président Yitzhak Herzog, le président israélien, pour avoir refusé d'accorder à Benjamin Netanyahou cette amnistie qu'il réclame à la suite de ses procès. Et puis nous terminons cette revue de presse par les sites d'information israéliens qui s'occupent de la cote de popularité de la chanson qui va représenter Israël au prochain concours de l'Eurovision. Oui, vous le savez probablement, la chanson qui sera interprétée par Noam Betan s'appelle Michel. Elle a été révélée en fin de semaine dernière. Les Israéliens ont pu découvrir une chanson d'amour en grande partie en français, ce qui n'a pas été, il faut bien l'avouer, du goût de tous les supporters israéliens qui ne se sont pas gênés pour l'affirmer sur les réseaux sociaux, en particulier au cours des derniers jours. La cotation de la chanson dans le classement des bookmakers internationaux a reculé. L'une des critiques avancées contre la chanson est qu'elle ne tient pas compte du contexte de guerre dans lequel l'État d'Israël évolue actuellement.
Et ce, contrairement aux 2 précédentes chansons israéliennes des candidates de ces 2 dernières années. Pourquoi Binyamin Netanyahou a-t-il toujours été obsédé par la menace iranienne ? Pour répondre à cette question, il faut rappeler l'enseignement de son père, le professeur Ben-Sion Netanyahou. Décédé en 2012 à l'âge de 102 ans, le professeur Netanyahou a été l'un des plus éminents historiens de l'Inquisition et un spécialiste de Don Yitzhak Abravanel. Rabbin et penseur, Abravanel avait été à la fin du XVe siècle ministre des Finances du roi Alphonse du Portugal, puis des souverains d'Espagne, Isabelle la catholique et Ferdinand, jusqu'à l'expulsion des Juifs de ce pays en 1492. Pour le professeur Netanyahou, Abravanel était certes un génie politique et un maestro de la finance, mais il s'était montré incapable de voir venir le malheur qui allait s'abattre sur les communautés juives ibériques de cette époque. Tout comme de nombreux philosophes et rabbins se sont montrés incapables de prédire le sort des communautés juives d'Europe avant la Shoah. C'est pourquoi, lorsque son fils Binyamin Netanyahou est entré en politique, il l'a quasiment investi d'une mission sacrée. Veiller à ce que plus jamais le peuple juif, surtout de retour sur sa terre, ne risque d'être exterminé. On comprend mieux maintenant pourquoi, à chaque discours qu'il prononçait au Yad Vashem le soir du Yom HaShoah, Binyamin Netanyahou comparait la menace iranienne à celle de l'Allemagne nazie. Avec le recul du temps, on peut considérer que toute la carrière politique du Premier ministre s'est forgée autour de cette menace. Et après le 7 octobre, on peut même avancer que cette hantise du nucléaire iranien l'a peut-être aussi conduit à négliger ou à minimiser d'autres menaces, certes moins existentielles, mais tout de même très réelles, comme celle représentée par le Hamas dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, avec l'opération Rugissement du Lion, Binyamin Netanyahou s'apprête donc à remplir la mission que son père lui avait confiée. La disparition du régime des Mollahs tire un trait sur les menaces existentielles qui pesaient sur Israël. Et Binyamin Netanyahou peut s'enorgueillir d'avoir réussi à persuader l'homme le plus puissant au monde, le président Donald Trump, de la gravité de cette menace au point que celui-ci a mis son armée au service du petit État d'Israël. Mais une question demeure toujours. Après avoir atteint cet objectif suprême, que doit faire le Premier ministre israélien ? Netanyahou aime à se comparer à Winston Churchill et de facto son succès contre l'Iran le rapproche de la victoire du Premier ministre britannique face aux nazis. La tentation donc de faire fructifier électoralement ce succès est réelle pour un Binyamin Netanyahou qui a déjà passé près de 18 ans au pouvoir en Israël. Mais lui qui sait lire l'histoire sait certainement que quelques mois après avoir défait les nazis avec l'aide des Américains d'ailleurs, Churchill a essuyé un stupéfiant revers électoral. Alors pourquoi ne pas, là encore, tirer les leçons de l'histoire ? Après avoir apaisé les turbulences au sein de la société israélienne, Binyamin Netanyahou pourrait alors se retirer au sommet de sa gloire, avec l'intime conviction que sa place dans l'histoire, avec un grand H, lui est définitivement acquise. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Michael Bar-Zohar. Michael, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le sauraient pas que vous avez été député du Parti travailliste à la Knesset, mais que vous êtes surtout connu pour être un écrivain qui a écrit des dizaines d'ouvrages, en particulier les biographies de David Ben Gurion et de Shimon Peres. Et avec vous, également, dans le cas, et c'est pour ça que nous sommes ce matin avec vous, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le Mossad israélien. Et bien entendu, lorsque l'on est après une dizaine de jours de guerre ici en Israël face à l'Iran, bien entendu, on essaye d'imaginer, on va dire, les motifs créatifs qui ont pu permettre, on va dire, ce qui se passe actuellement en Iran. On a beaucoup de mal à imaginer comment, par exemple, les forces israéliennes ont réussi à éliminer Ali Khamenei. Il y a eu bien entendu des informations à ce sujet, mais comment le Mossad israélien a réussi à s'implanter en Iran en particulier, donc au cours des dernières années, pour permettre, on va dire, ce à quoi on assiste aujourd'hui et ce à quoi on assistait au mois de juin dernier. Michael. Écoutez, premièrement, si vous écoutez aujourd'hui les informations et vous voyez
ça à la télé, vous allez voir qu'on ne parle pas du Mossad du tout. Oui. On vous dit ce qu'a fait l'aviation, ce qu'a fait l'armée, on vous dit rien sur le Mossad. Et je peux vous dire que le Mossad travaille 25 heures par jour. Et il a commencé à s'implanter profondément en Iran quand on a compris dans les années en 2003 qu'il était en train de préparer une bombe atomique, tout simplement. Il voulait arriver à la bombe atomique et avec elle détruire et liquider Israël. Et c'est alors qu'on s'est lancé en Iran. Et depuis ce moment-là, Israël a créé, le Mossad a créé un filet incroyable. Nous savons tout ce qui se passe en Iran. On savait tout, on était très, très profondément implanté dans l'Iran. Et ils savaient aussi qu'avec le Mossad, tous leurs secrets seront dévoilés tout de suite. Alors il y a quelques années, je pense qu'il y a 5 ans, l'Iran a créé un département spécial pour éviter la présence d'espions israéliens en Iran, pour combattre les espions israéliens, pour les trouver, pour les liquider. Et au bout de 15 jours, il s'est trouvé que le chef de ce département, le général Ali Nassiri, et toute son équipe étaient des espions du Mossad. Mmh. Alors, tous ils ont fui d'Iran pour Israël. Maintenant, nous avons pendant plusieurs années essayé de retarder le processus nucléaire. C'est cela que le Mossad a fait. N'oubliez pas, l'Iran essaie depuis l'année 1986 d'obtenir une bombe atomique. Ça fait 40 ans. Oui. Et quand même, ils n'ont pas encore. Et tout ça, c'est grâce aux opérations du Mossad, aux explosions de bases nucléaires, aux explosions de cascades de centrifuges, à la mort de plusieurs savants qui étaient à la tête du projet, à la fuite de plusieurs savants et militaires d'Iran. Et pendant la guerre des 12 jours, l'année dernière, il y a eu même un nouvel élément. Le Mossad a créé sa propre armée. Le chef du Mossad, Barnea, a dit « j'en ai assez de chercher seulement des informations pour les passer à l'armée. Moi aussi, je veux participer. » Et il a créé d'agents locaux. Ça veut dire les agents de Mossad qui ont créé cette armée sont des gens locaux, des Perses, des Azers, des Beloutchis, des Turkmènes. Et ils ont été entraînés dans des pays limitrophes d'Iran ou bien en Israël. Ça, il s'agit de centaines de personnes. Oui. Et quand la guerre a commencé, la guerre de juin, il y a eu la première nuit, qui était une nuit fatale. Oui. La nuit du jeudi. Les avions israéliens. Les avions israéliens sont s'approchés de Téhéran, mais n'ont pas arrivé à la ville elle-même. Et à ce moment-là, la petite armée de Barnea a détruit toutes ces positions de canons et de fusées antiaériennes autour de Téhéran. Ça, c'était la première nuit, avec des drones, avec des missiles, avec des autres armes qui ont été introduites en Iran. Et c'est comme ça que le lendemain matin, l'armée de l'air pouvait impunément arriver au-dessus dans le ciel de Téhéran. Alors, je vous ai entendu, si je ne m'abuse, ou en tout cas il y a quelques jours, avant la guerre, raconter une anecdote qui est stupéfiante. Comment le Mossad israélien a réussi à pirater, on va dire, tous les téléphones de l'état-major, parce qu'on se souvient aussi que l'état-major de l'armée a été décimé aux premières heures de la guerre en juin dernier. Comment le Mossad a réussi à pirater apparemment le téléphone d'Ali Khamenei ou de ses proches pour inviter l'état-major à une réunion et ensuite frapper cet état-major. Racontez-nous. Écoutez, cette invitation, cet appel a été fait par
pas par téléphone cellulaire, mais par des moyens beaucoup plus sophistiqués qui sont employés par les chefs de l'armée iranienne et des gardes de la révolution. Ah, on a quelques difficultés, Michael. La liaison se coupe là. Est-ce que vous nous entendez, Michael? On va essayer peut-être de renouveler le lien avec Michael Bar-Zohar, parce que c'est tout à fait passionnant d'écouter ce qu'il nous raconte sur les dessous, on va dire, de l'action du Mossad en Iran. Effectivement, c'était une opération tout à fait particulière qui a permis, on va dire, au Mossad israélien de rassembler lui-même sur un ordre qui apparemment venait du guide suprême Ali Khamenei en juin dernier. Alors racontez-nous comment ça s'est passé cette élimination de l'état-major. Oui. Ce qui se passe en pleine nuit, tous les chefs de l'armée et des gardes révolutionnaires, les grands chefs, une vingtaine de généraux, reçoivent un message provenant de Khamenei, soit du leader suprême, qui les appelle immédiatement de se présenter à un bunker des gardes révolutionnaires près de Téhéran, parce qu'il y a une crise terrible. Ils doivent être là. Il y a des rumeurs qu'Israël va attaquer. Vous devez vous présenter là-bas. Bien sûr, le message ne vient pas de Khamenei, il vient du Mossad de Tel Aviv. Mais ils ne le savent pas. Il arrive à cette réunion. À ce moment-là, l'aviation lance quelques fusées et sur les 20 généraux qui sont là, 17 sont tués. Ça veut dire tous les chefs des gardes révolutionnaires et de l'armée. Alors, au même moment, il y a une attaque sur les maisons, sur les adresses des savants qui se trouvent à la tête du projet nucléaire. Il y a 14 savants iraniens qui sont les chefs de la production de la bombe, qui sont tués, et encore 3 plus tard. Ainsi, Israël a décapité la première nuit l'armée iranienne et aussi le projet iranien. Alors, le Mossad a une devise qui est célèbre, Betar Boulot Asel Khamil Hamas, c'est ça, si je ne m'abuse, c'est-à-dire par la ruse, il faut combattre par la ruse, et c'est ce que le Mossad fait. On va dire, c'est presque sa spécialité, c'est ce qui a fait son prestige et sa gloire parmi les services secrets internationaux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce qui s'est passé dans les coulisses au cours des derniers jours, depuis le début de la guerre, même pour l'élimination de Khamenei? Écoutez, l'élimination de Khamenei était la clé pour le succès de cette guerre. Parce qu'il était le chef, il était en fait le seul, la personne qui était capable de continuer cette guerre. C'était un type incroyable. D'une part, l'apparition d'un gentil grand-papa avec sa barbe blanche, gentil, souriant, mais d'autre part, il était terrible, il était le plus cruel des leaders musulmans. Maintenant, nous savions, comme dans la guerre des 12 jours, qu'il se cachait dans son bunker très profondément sous terre. Et nous savions que dans le bunker, on ne peut pas le toucher. Mais nous savions aussi que tous les samedis, à 8h du matin, il y a une réunion ultra secrète de Khamenei avec tous les chefs militaires et politiques de son pays. Et ça, ça se tenait pas au-dessus de la terre dans les bunkers, mais au-dessus dans un hall. Et à 8h du matin, quand cette réunion s'est semblée, on a attaqué et on a tué tout le monde, dedans 40 chefs, 40 leaders militaires et politiques, et Khamenei lui-même ont été tués à cette opération. Alors, Michael, j'ai besoin de vous poser une question sur l'avenir, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens, beaucoup de gens qui se posent la question, à savoir,
est-ce que le peuple iranien, en tout cas les opposants, vont prendre les armes, vont être capables de renverser concrètement sur le terrain le régime? Et le sentiment général, c'est que sans un coup de pouce, on va dire, sérieux du Mossad, peut-être même de la CIA, eh bien, ils n'y parviendront pas. Est-ce qu'on peut envisager, parmi les scénarios tout à fait, on va dire, exceptionnels, que, par exemple, eh bien, le Mossad dispose, quelque part en Iran, de réserves, de caches d'armes qui pourraient permettre justement à ses opposants d'affronter, par exemple, les gardiens de la Révolution, les Bassij, pour prendre le pouvoir et l'arracher aux mains des mollahs? Oui, ça existe, mais je dois vous dire que notre problème, c'est que les masses, le peuple iranien aujourd'hui, qui est contre ce régime, n'a pas un leader, n'a pas un chef. Il n'y a pas un homme ou un groupe qui peut les mener dans cette opération. Les armes, nous, on va s'en charger. C'est pas difficile. Mais ce qui est le problème, c'est de pouvoir créer un leadership. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'Israël et les États-Unis essayent de préparer tout. Ça veut dire de détruire le régime précédent pour que le peuple puisse quand même prendre le pouvoir. Mais ça, c'est le problème. J'ai besoin de votre appréciation pour savoir, est-ce que vous pensez véritablement que, à l'aide de frappes, eh bien, cela suffira à déstabiliser suffisamment le régime, ou alors on risque au bout de quelques semaines de conflit de se retrouver avec Mortaba Khamenei, le fils qui, paraît-il, serait même plus cruel que son père? Écoutez, pour Israël, il n'y a pas de doute là-bas. Nous savons que si nous n'arrivons pas à détruire ce régime, alors ce sera pour l'éternité, tous les 2 ou 3 ans, encore une nouvelle guerre. Et encore des attaques, des missiles, des bombes, parce que les Iraniens ne sont pas bêtes. C'est un peuple très intelligent. Alors pour cela, nous devons à tout prix détruire ce régime de terreur et de cruauté. Sans cela, il n'y aura pas de réussite dans cette guerre. Eh bien, professeur Michael Bar-Zohar, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en pleine guerre sur ce qui se passe dans les coulisses, on va dire, de cette guerre, en particulier au sein du Mossad. On peut supposer que vous rassemblez déjà les matériaux nécessaires pour publier un nouveau livre aussi passionnant que les précédents sur l'histoire du Mossad et sur, on va dire, les épisodes les plus glorieux de l'histoire du Mossad israélien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Michael. Bonne continuation, à bientôt. Merci Daniel. Shalom. Shalom, shalom.